Bonjour, bienvenue au comptoir qualité du CK. Alors aujourd'hui, avec le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, on vous propose, dans le cadre de la semaine qualité et sécurité des soins des patients, un webinaire sur le décryptage des critères du manuel de certification 2025 pour la maternité. Donc ce webinaire est une action financée par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme de travail du CK. Alors je remercie nos présentateurs. Alors vous allez avoir François Cantalou pour le CK et pour le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, Tata Cohiri, Pierre Chabanier et Annie Campagne, que je remercie, qui vont, pardon, illustrer la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé parents-enfants en périnalité en lien avec les ressources du réseau. Et en amont, François va nous faire un rappel des spécificités des critères et leur attendu pour la maternité. Alors, avant de laisser la parole à François, euh, je voulais vous faire part de l'ensemble des webinaires que propose le CK dans le cadre de ces comptoirs qualité sur lesquels vous pouvez vous inscrire sur notre site. Et quand ces webinaires ont eu lieu, vous pouvez les retrouver en replay sur la chaîne YouTube du CK et également sur notre site. Alors, en parallèle de ce webinaire, je vous informe également que nous venons de publier, de diffuser différentes ressources en lien avec l'appropriation du manuel de certification. Alors, les essentiels de la qualité, c'est un petit livret pocket, voilà, dans la main, voilà, à l'intention de l'encadrement médico-soignant, qui retrace par thématique des attendus essentiels en lien avec la qualité et sécurité des soins. On a également un autre petit livret, lui qui s'adresse aux les essentiels de la qualité pour les représentants des usagers, avec deux entrées, sous l'œil de la politique qualité et en verso, sous l'œil de la certification. Et enfin, on a un petit pocket, tout petit, pour les médecins, qui s'appelle le Docto-Mémo, donc une première série que l'on commence. Donc là, c'est en lien avec la qualité également des soins de façon très générique. C'est un petit dépliant très pratique qui s'ouvre et on attire l'attention des médecins sur 4 grandes thématiques: l'organisation et la traçabilité, leur évaluation, la sécurité et l'environnement numérique et les démarches qualité et gestion des risques. Donc ces petits documents viennent de sortir et sont téléchargeables sur le site du CK. Et enfin, un gros dossier qui a été réalisé avec le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine sont les CK particuliers, où là on reprend pour la semaine sécurité des patients beaucoup d'informations et beaucoup de ressources publiées par le réseau en lien avec la sécurité des soins chez le nouveau-né. Donc tout ça, ces cas particuliers sera très prochainement en ligne. Voilà. Donc suivez nos actualités pour les découvrir. Alors, François, on souhaitait que tu nous présentes les critères donc spécifiques à la maternité, hein. Il ne s'agit pas de reprendre tout le manuel, mais vraiment de façon spécifique. Et puis pour commencer, tu souhaitais recontextualiser ces critères. Nous te laissons la parole. Merci François. Merci Catherine. Donc oui, effectivement, on ne va pas rentrer dans l'ensemble du référentiel. Aujourd'hui, on est là pour la maternité et donc on va se concentrer sur ces critères-là. Mon intervention sera assez technique, on va dire, puisqu'on va parler donc des attendus, mais mes collègues donc du réseau seront peut-être un petit peu plus longs que moi sur ce secteur-là. Moi, je vais rester très technique et notamment sur les modalités d'investigation et qu'est-ce qui va être investigué par les experts visiteurs dans le cadre de vos visites de certification. Pour commencer, donc, cette démarche intervient, c'est le 6e cycle hein, de la démarche de certification, et cette démarche intervient dans un contexte assez défavorable pour des problématiques d'effectifs, où effectivement, que ce soit sur la pénurie médicale, la pénurie paramédicale, les établissements ont du mal à avoir des effectifs, les effectifs nécessaires et donc engagés dans la démarche. Des équipements aussi, les hôpitaux, qu'ils soient publics ou les structures privées, ont de plus en plus donc, du mal à maintenir un niveau d'équipement suffisant.
et surtout des statistiques qui sont globalement défavorables, avec un taux de maternité qui est de 3,9 sur 1000 au niveau français, qui est donc au-dessus des moyennes européennes. Donc, ces éléments-là, additionnés avec une demande d'aspiration donc des femmes et des couples à avoir des projets de naissance systématisés, a conduit la Haute Autorité de Santé à augmenter son niveau d'exigence et donc à renforcer tous les attendus autour de la prise en charge du nouveau-né. Donc, si tu peux changer d'image, Catherine. Qu'est-ce que l'on attend aujourd'hui dans le terme maternité? Donc, la maternité, c'est le service, mais c'est aussi des consultations. C'est une nouveauté de cette itération-là, c'est l'introduction dans les éléments d'investigation de l'ensemble des consultations et des différents échanges qu'il y aura entre le préhospitalier, l'hospitalier et la sortie donc des mamans. Les centres périnataux de proximité aussi sont concernés par l'ensemble donc, de ce domaine, en lien avec les centres de compétences ou de référence des pathologies gynécologiques et en lien aussi avec tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation. Les zones d'accouchement seront auditées, on le verra un petit peu plus tard, ainsi que le bloc opératoire obstétrical, bien évidemment. Les unités de néonatologie réanimatoire néonatale seront investiguées versus maternité, mais aussi versus soins critiques. La télésanté, puisque nous sommes amenés de plus en plus à échanger des données médicales via des réseaux de sécurité, donc on parlera télésanté, et aussi la gestion des sondes endocavitaires, puisque votre cœur de métier est aussi l'utilisation de matériel endocavitaire, et donc vous êtes concerné par l'ensemble des critères sur cet élément-là. On va faire un petit focus sur les différentes méthodes d'évaluation. Donc, les méthodes d'évaluation par rapport aux précédentes démarches n'ont pas changé. On retrouvera toujours le patient traceur, le parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et les séquences d'observation. Il y aura toujours donc différents temps qui seront des temps de rencontre avec les patientes, des temps de rencontre avec les équipes, des temps de rencontre avec la gouvernance, vous avez tout ça dans le tableau en haut, ainsi que des consultations, que ce soit du dossier du patient, mais aussi des documents institutionnels qui définissent vos modalités d'organisation. Les temps d'observation, eux, sont déroulés donc sur les différents temps traceurs. Petit focus parcours traceur. Parcours traceur, donc, ça existait déjà dans les précédentes démarches. Le parcours traceur, la nouveauté, c'est qu'il y aura donc, dans le cadre des parcours physiques, des échanges avec des patients qui seront rencontrés dans le cadre de la déambulation des experts visiteurs. Donc, une grille bien spécifique sur les rencontres inopinées. Il n'y a pas d'introduction dans le dossier, c'est juste des rencontres inopinées avec des patients et des questionnements sur leur ressenti de leur prise en charge. Il n'y a pas non plus dans le cadre des parcours des visites du bloc opératoire pendant le parcours, puisqu'il y aura des traceurs ciblés sur les secteurs interventionnels qui seront dédiés à cela. Donc, votre bloc obstétrical sera audité dans le cadre donc de ces traceurs ciblés. Et dans le cadre de ces nouveaux traceurs ciblés, donc des choses qui vous concernent, donc c'est le bloc obstétrical. Il y aura aussi des éléments qui ont été rajoutés, tels que l'isolement, les contentions ou l'électroconvulsivothérapie. Les audits systèmes qui existaient déjà ont vu venir un nouvel audit système, c'est l'audit système rencontre avec l'encadrement médico-soignant pour questionner donc les responsables des secteurs sur les différentes politiques, les méthodes managériales, la mobilisation des ressources et essentiellement les plans de formation. Donc vous serez concernés, on s'arrêtera un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Et une nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de rencontre la nuit, donc il n'y a plus de rencontre avec les professionnels de nuit, uniquement avec les responsables, les managers des équipes de nuit. Et enfin, les observations, donc qui existaient également dans les précédentes versions, ont vu certains éléments se renforcer et apparaître, concernent notamment la sécurité des professionnels, la sécurité et le cadre du travail, la qualité de vie au travail, où on va aller voir si les conditions d'exercice des professionnels sont dignes d'eux et de leur pratique. Et enfin, l'affichage, parce que nous voyons augmenter le nombre d'agressions envers les soignants, et les règles d'affichage ont été revues, et notamment en ce qui concerne les obligations des parents, des proches, quant au respect donc, des soignants. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va parler parcours traceur. Donc, les parcours traceurs, donc, de la même façon que sur les précédentes versions, donc c'est un temps de rencontre avec une équipe et l'équipe de prise en charge,
du parcours décidé, et les 2 heures à 2 heures et demie de parcours physique sur le terrain à la rencontre des professionnels qui ont réalisé la prise en charge de ce parcours. Les parcours, la nouveauté, c'est donc les consultations externes où les experts vont aller rencontrer des professionnels qui peuvent intervenir en amont de l'hospitalisation. C'est-à-dire que si vous avez des consultations internes, mais aussi si vous avez des consultations réalisées par des sages-femmes en extérieur, ou si vous avez un centre qui ne fait que de la consultation, les experts vont aller s'assurer des modalités de communication de ces éléments, des éléments pré-hospitalisation ou de suivi de grossesse euh, à la structure qui va réaliser ces accouchements. Ces parcours peuvent introduire aussi les urgences. Comment sont organisés l'accueil des mamans prêtes à accoucher? Est-ce que ça passe par les urgences? Est-ce que ça passe directement dans vos services de maternité? Donc les parcours peuvent intégrer bien évidemment les salles d'accouchement, mais aussi donc, tout ce qui peut concerner l'après-accouchement, c'est-à-dire la réanimation néonatale, la gestion des décès. C'est une nouveauté, c'est la façon dont vous êtes en capacité, lorsque les choses se terminent mal, de gérer le décès, et notamment dans l'accompagnement donc, des parents. Les différents thèmes abordés, donc ce sont les thèmes que l'on retrouve, les différents critères que l'on retrouve dans les grilles Calista. Donc vous avez des critères standards qui sont les critères applicables à chacun soignant les médicaments, le risque infectieux, la gestion des événements indésirables associés aux soins. Mais vous avez aussi, vous, vos critères spécifiques, notamment sur la maîtrise des risques obstétricaux et la prise en charge du nouveau-né. Aussi, des critères qui peuvent être questionnés, c'est la façon dont, je vous le disais, on peut communiquer avec un service d'urgence ou un service qui va prendre en charge le nourrisson après sa naissance. Les points de vigilance, c'est que les parcours qui sont en lien systématiquement avec la maternité sont les parcours, et ça ce sont les tests réalisés par la Haute Autorité de Santé qui l'ont prouvé, sont les parcours les plus longs et les plus complexes. Ce sont des sujets, donc il y a une entrée, il y a une prise en charge, il y a une sortie, et ce sont des grilles qui sont très complexes, avec énormément de critères applicables, énormément d'éléments impératifs, et les experts vont passer beaucoup de temps à comprendre comment vous êtes organisé, comment vous êtes structuré, et surtout comment vous échangez entre vous et sur les différents acteurs, entre différents acteurs de cette prise en charge. Donc le parcours, c'est quelque chose sur lequel s'appuie la Haute Autorité de Santé pour réaliser ces évaluations. Et ces parcours-là, spécifiques à votre secteur d'activité, seront particulièrement audités par les experts visiteurs. En ce qui concerne les traceurs ciblés, donc vous êtes concerné par les traceurs ciblés qui peuvent être réalisés parce que vous avez un secteur interventionnel donc, qui est le bloc obstétrical et parce que vous êtes amené à réaliser des transfusions dans le cadre de vos activités. Mais vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les experts visiteurs et être missionné pour ces rencontres dans le cadre de la gestion du circuit de vos médicaments, dans le cadre des préventions des événements indésirables, des infections associées aux soins, pardon, la gestion de vos événements indésirables, mais aussi parce que vous avez la possibilité de travailler avec le SAMU et le SMUR, et notamment si vous êtes titulaire d'une activité de SMUR pédiatrique. Et enfin, l'isolement, donc c'est tout ce qui concerne aussi la gestion des infections associées aux soins et la capacité que vous avez donc à isoler les personnes, notamment porteuses d'infections. Les points de vigilance, c'est que dans ces traceurs ciblés où vous serez susceptible d'intervenir, il y a beaucoup de critères impératifs. Alors globalement, le nouveau référentiel comporte beaucoup plus de critères impératifs, mais vous êtes concerné par beaucoup de ces critères impératifs. Petit point, petit focus sur le couplage de méthodes. Les experts visiteurs veulent savoir comment vous êtes organisé, comment vous fonctionnez. Ils auront la possibilité de coupler des méthodes, faire des patients traceurs, des traceurs ciblés, des parcours, des traceurs. Le tout, c'est d'arriver à avoir le maximum d'informations et à bien comprendre comment vous êtes organisé, comment vous fonctionnez. Et donc, on pourra être amené, en tant qu'expert, à essayer un petit peu de diversifier les méthodes et essayer de les coupler pour avoir le maximum d'informations. Les observations sont donc les éléments qui sont observés dans le cadre des activités des soignants par les experts lors d'un parcours, lors d'un traceur ciblé, lors d'un patient traceur. Les critères impératifs
sont nombreux aussi dans ces grilles d'observation. Et donc, dans le cas des traceurs qui seront réalisés chez vous, vous aurez donc des experts qui viendront s'assurer que vous respectez les précautions standards d'hygiène, notamment tout ce qui concerne l'hygiène des mains et des précautions, des règles de base de l'hygiène des mains. Tout ce qui concerne donc le respect de l'intimité et de la dignité au sein d'un environnement sécurisé. Donc là, on parle donc de l'intimité lors de l'accouchement, lors des mouvements des visiteurs dans un service, lors des mobilisations de patientes entre différents secteurs. Et dans un environnement sécurisé, en lien aussi avec la sécurisation de l'environnement des patients mineurs, c'est la sécurisation de vos locaux. Il y aura un point particulier là-dessus, c'est comment vous êtes en capacité, au sein de votre structure, de sécuriser euh, vos locaux pour éviter le vol d'enfants, pour éviter les intrusions, pour éviter les agressions, euh, et comment vous arrivez-vous à vous protéger par rapport à ça. Et enfin, dans les observations, on regardera donc dans les secteurs interventionnels comment vous maîtrisez le risque infectieux lié aux équipements, mais aussi lié à vos pratiques professionnelles, comment votre bloc obstétrical est géré et respecte donc les règles globales de maîtrise du risque infectieux. Je vous le disais aussi en introduction, vous aurez donc à participer en tant que manager de maternité, que ce soit au niveau médical ou paramédical. Vous aurez des nouveaux critères qui sont dans l'ordre de la façon dont vous gérez vos effectifs. On a voulu mettre ce point-là dans ce diaporama parce que vous êtes sur des secteurs d'activité où effectivement où il y a de la pénurie médicale et paramédicale, mais où aussi on attend de vous une gestion qualité, une gestion sécurité et la façon dont vous amenez à la maturité vos professionnels et comment vous arrivez à les intéresser à la qualité, à la sécurité. Donc tout ça, ça passe par l'ensemble de ces critères. Alors on n'a pas le temps là de les voir, ils sont juste énumérés. Juste deux mots pour vous dire donc que vos professionnels ainsi que vous devez maîtriser le plan d'amélioration de la qualité. Vous devez avoir un bilan de formation, on va en parler un petit peu plus tard. Vous devez manager vos compétences, notamment dans le cadre des entretiens annuels. Vous devez avoir et appliquer une charte managériale au sein de votre structure. Vous devez aussi animer des séances donc, de co-développement, de coaching, de tutorat, d'encadrement et d'accompagnement donc d'étudiants dans le cadre de vos activités. Et enfin, dernier point, tout ce qui concerne la discrimination, le harcèlement, les violences sexistes. Donc, c'est comment, alors là, on parle des professionnels entre eux, c'est comment vous arrivez à avoir une équipe où ce genre de problématique est évoqué et est prévenu. Je vais préférer passer un petit peu plus de temps sur la formation, sur la partie formation. Donc, vous êtes concerné par pas mal de critères impératifs. Et donc, il est attendu à ce que vous ayez plusieurs formations qui vous seront propres. Donc, l'interprétation du rythme cardiaque fœtal. Donc, ça doit être fait pour l'ensemble de vos professionnels. Les manœuvres obstétricales pour l'ensemble des professionnels, donc en charge des accouchements, que ce soit des médecins gynécologues, les sages-femmes, c'est la façon dont vous avez la, 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 le maintien en compétence et l'apprentissage de nouvelles techniques et des échanges donc, sur la façon dont vous réalisez vos manœuvres obstétricales. L'urgence vitale en cas d'HPP, c'est comment vos professionnels sont formés, la réalisation d'exercices de mise en situation d'hémorragie du postpartum. C'est aussi la prise en charge du nouveau-né, notamment par l'intermédiaire de la simulation. Donc une simple formation transmissive n'est pas suffisante, puisque là on demande à ce qu'il y ait des ateliers de simulation. Et enfin, c'est l'accompagnement à l'allaitement avec donc la pédagogie que vous devez avoir structurée au sein de votre structure pour pouvoir permettre aux mamans qui viennent d'accoucher donc de faire leur choix par rapport à l'allaitement et de les accompagner dans cette éducation-là. Ça, ce sont les critères impératifs qui vous sont propres. Malgré tout, vous êtes aussi concerné par de nombreux autres critères en lien avec la formation, les gestes d'urgence, l'annonce d'un dommage lié aux soins, l'éthique, l'hygiène, la sécurité informatique, etc., comme tout salarié d'une structure soignante aujourd'hui.
Autre point, là, l'évaluation de la satisfaction. Il est attendu dans le nouveau référentiel à ce que vous ayez donc des éléments qui vous permettent de recueillir et d'exploiter la satisfaction et l'expérience patient. Donc, au niveau national, nous avons le dispositif ISATIS, donc avec une partie MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Donc, ce sont des questionnaires, hein, pour dire 2 mots sur ISATIS, des questionnaires qui sont envoyés à distance d'un séjour via directement la Haute Autorité de Santé avec une analyse de ces résultats-là. À savoir qu'un ISATIS MCO, maternité, est en expérimentation à partir du mois d'octobre et donc sera amené certainement dans les mois à venir à vous fournir des éléments de mesure de la satisfaction de la maternité. Donc vous devez avoir des questionnaires de satisfaction interne. Ces questionnaires de satisfaction donc, vont vous permettre de répondre à certains critères impératifs sur la prise en compte de la satisfaction et de l'expérience patient, mais vous permettre vous permettre à vous aussi d'avoir des éléments qui vont devoir être analysés, des données qui vont être analysées en groupe de façon collective et collégiale afin de mettre en place différents éléments d'amélioration et de trouver les axes d'amélioration qui vous sont propres. Ces grilles questionnaires internes peuvent avoir des critères PREMS et devraient avoir des critères PROMS. Les critères PREMS, pardon, donc c'est une évaluation de la satisfaction du patient. Les critères PROMS, alors c'est un critère avancé certes, mais aujourd'hui, c'est un critère avancé est amené à mûrir vers un critère standard. L'idée, c'est de savoir à distance de l'hospitalisation quels sont les résultats perçus par les patients quant à leur prise en charge et quel est l'impact de cette prise en charge. Donc ces critères-là doivent être réfléchis dans le cadre de questionnaires internes, additionnés avec votre dispositif SATIS MCO et vous permettre d'analyser de façon collégiale ces données pour avoir donc des actions d'amélioration. Donc vous avez là un tableau qui peut vous apporter des précisions sur les différents éléments de questionnement à la satisfaction. Donc, on va passer un petit peu à la diapo suivante, s'il te plaît. Catherine, si tu veux intervenir sur... Oui, là, on a accès en effet sur les questionnaires, mais sachez qu'à côté des questionnaires, il y a aussi plein d'autres démarches plus qualitatives d'entretien ou de recueil de l'expérience patient. Et on attire votre attention sur ce mouvement international qui se développe en Europe et en France, qui s'appelle «Qu'est-ce qui est important pour vous?», où ce sont des moments où vous pouvez recueillir de l'expression sur des post-it ou des cours des échanges avec le patient sur leur expérience, leur vécu, leur attendu propre, au-delà d'un questionnaire très formalisé. Donc, il y a beaucoup d'autres façons de recueillir l'expérience patient au-delà des questionnaires. C'est juste pour vous sensibiliser à cette démarche qui se développe de plus en plus et pour laquelle nous avons fait un CK particulier cette année. Alors, on n'aura pas le temps, hein, parce que le temps nous est imparti est un petit peu court. On a sélectionné des choses qui nous paraissent importantes hein, et qui sont attendues, donc, bien évidemment, dans le référentiel et pour lequel vous devrez répondre aussi. Ce sont la gestion de vos indicateurs. La Haute Autorité s'appuie donc sur les IQSS standards, donc indicateurs qui sont recueillis de façon biannuelle et qui permettent donc d'avoir des éléments de maîtrise de la qualité de votre structure. Donc les indicateurs IQSS, vous êtes concernés, donc ce sont les éléments sur le dossier patient, la lettre de sortie, la prise en charge de la douleur. Vous avez, vous, un IQSS spécifique, c'est l'HPP, l'hémorragie du postpartum, donc pour lequel vous avez des obligations de réponse. Mais vous avez aussi pas mal d'indicateurs qui vous sont propres sur le taux de clampage retardé du cordon, la corticothérapie anténatale, le suivi de la température du nouveau-né, la durée d'hospitalisation, le suivi de l'allaitement, le taux d'exercice, code rouge. Donc tous ces indicateurs-là sont des indicateurs qui vont vous aider à piloter la démarche qualité au sein de votre structure et qui doivent être suivis, analysés de façon collective et amener des actions d'amélioration. Autre point aussi, la télésanté. Sont amenés, notamment avec l'existence des centres périnataux de proximité, à assurer la transmission d'informations et de données médicales. Donc la télésanté donc, est auditée maintenant dans le cadre de cette démarche de certification, c'est le critère 344,
et on doit l'utiliser à bon escient, notamment dans le cadre de la réalisation des parcours de patientes. Euh, donc, j'attire votre attention sur le fait que cette démarche doit être structurée, organisée. Ça ne passe pas par des groupes WhatsApp ou autres. Ce sont des transferts de données par des messageries sécurisées et qui garantissent donc la confidentialité, notamment des données. Donc, vous pouvez être amené, vous aussi, dans le cadre de vos échanges, être audité dans le cadre d'un audit système par des experts visiteurs pour décrire comment vous travaillez et quels sont les éléments de sécurisation que vous avez mis en place. Et petit focus sur l'hôtel hospitalier pour éviter les déplacements de parturientes entre leur domicile et l'établissement hospitalier. L'État promeut le système hôtel hospitalier. L'hôtel hospitalier, donc on ne va pas entrer dans le détail, va vous permettre effectivement d'assurer des continuités de prise en charge de parturientes sans avoir à utiliser la télésanté ou autre, mais tout en maintenant un niveau de surveillance suffisant. Et enfin, dernier point, donc les soins éco-responsables, donc le critère 3.4.2 et 3.4.3, sur les soins éco-responsables, donc vous devez avoir au sein de chaque service, et donc les services de maternité et de pédiatrie, des actions en faveur des soins éco-responsables pour favoriser le développement durable et amener votre structure, pourquoi pas, vers une labellisation de votre maternité avec une reconnaissance par un organisme qui va vous permettre de promouvoir les éco-soins et la reconnaissance de votre établissement. Voilà, je vais laisser un peu le temps à mes collègues donc, pour leur partie. On commence aujourd'hui, au mois de septembre, donc ces premières visites du 6e cycle. Les experts visiteurs feront les premiers retours sur les premières semaines de leur expérience et des questionnements qu'ils peuvent avoir, notamment à la vue des situations qu'ils rencontreront sur le terrain. Les chefs de projet donc, ont, eux, des espèces de jurisprudence de situation pour une harmonisation et une équité dans le traitement des écarts au référentiel. On peut aujourd'hui éventuellement répondre à certaines de vos questions. La priorité restera toujours la sécurité de la prise en charge, la sécurité donc, des parturientes, la sécurité donc, des nouveau-nés. Et moi, je vous invite, quand vous avez un questionnement, à revenir systématiquement sur ce questionnement de sécurité et qu'est-ce qui est le mieux à même de garantir la sécurité de la prise en charge que je suis en train de réaliser. Merci François pour ces précisions pour ces critères donc spécifiques à la maternité et nous vous invitons donc à suivre très prochainement le webinaire donc de la Haute Autorité de Santé le 29 septembre qui vous apportera aussi d'autres informations. On a 2 minutes là avant de passer la parole à nos collègues du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Tu as une question, François, dans le champ conversation qui porte sur le code rouge. Je te lis la question. Bonjour. Donc, c'est Océane qui nous pose cette question. Bonjour. Quand vous dites exercice code rouge, cela correspond à des césariennes code rouge réelles ou simulées dans le cadre de formation continue? Donc, ce sont des exercices. Il est demandé qu'en plus des cas réels de votre quotidien, vous ayez mis en place des scénarios avec les personnels qui ne soient pas prévenus donc de l'exercice et un déroulement de l'exercice tel qu'il doit être. Le but est de tester, on va dire, la réactivité, notamment des interfaces avec le bloc opératoire, avec les anesthésistes, et de mesurer les temps que vous allez mettre pour arriver de la situation initiale jusqu'à la naissance par césarienne. Donc ce sont des exercices en plus de vos pratiques du quotidien, avec systématiquement une analyse de ces exercices et la détermination, s'il y a lieu, d'axes d'amélioration. Merci François. Pour l'instant, on n'a pas d'autres. Ah si, attendez. J'ouvre le diaporama de nos collègues et en l'ouvrant, tu as une autre question. Alors, dites-moi au niveau de l'équipe ou François, est-ce que l'on voit bien le diaporama du réseau Périnat là qui apparaît en partage? Oui. Oui, très bien. Alors, avant de laisser la parole à nos collègues,
tu as une autre question. Le recueil d'indicateurs fiables nécessite des dossiers informatisés favorisant ce recueil. Ce n'est malheureusement pas le cas chez nous pour l'instant. Type suivi des allaitements ou clampage tardif. Est-ce que des audits sur nombre limité de dossiers sont suffisants? Alors, il est vrai que les services et secteurs de maternité sont parfois confrontés à des problématiques d'informatisation. Entre le partogramme, le dossier pré-hospitalisation, le dossier d'hospitalisation, il est parfois difficile pour les experts de retrouver une cohérence dans le dossier. Euh, tout ce qui est analyse et qui montre votre volonté à analyser la situation est bon à prendre. Euh, il n'enlève pas la réalisation d'exercices, il n'enlève pas la réalisation d'indicateurs, mais toute analyse de dossier et des éléments complémentaires en lien avec vos spécificités d'organisation, de gestion de dossier est intéressant et il vaut mieux avoir effectivement des analyses de papier ou de combinaison avec l'informatique que de ne rien avoir du tout. Donc oui, effectivement, même si vos dossiers sont minimes, à partir du moment où vous avez une stratégie pertinente, elle est bonne à prendre. Merci. Alors, est-ce que là, vous voyez le fichier de Pierre? Vous voyez votre fichier, c'est bon? Non, là, on ne le voit pas. Ah, François, Non. Véronique, on ne le voit pas là? Non. Ah, attendez. Il eût été, il n'y est plus. Ouais, vous l'aviez affiché, mais là, on l'a plus. Bah oui. Alors, je réessaye. Il y a quelque chose en partage là? Non. Non? Ah, pourtant, alors j'ai un problème de... Parce que là, pour moi, je le vois bien, mais il n'est pas en partage. Attendez. Partager. Là, peut-être? C'est bon. C'est bon? C'est Très bon. bien. Voilà. Nous avons d'autres questions qui arrivent, mais je les note et puis nous verrons à la fin pour revenir sur les questions qui ont été posées à François. Ok. Nous trouverons une autre façon de vous y répondre. Mm. Donc, bonjour à Tatako, à Pierre et à Annie. Je vous laisse la parole, Tatako et Pierre. OK. Je commence. Alors, bonjour à tous. On va vous présenter les points de vigilance lors de votre visite de certification et les ressources qui peuvent vous intéresser pour préparer cette visite. Donc, en sachant que les points de vigilance ont été travaillés en fonction du contexte que vous connaissez tous et qui a été présenté en tout début de webinaire. Donc, la diapo suivante, Catherine. Donc, vous savez que sur le site de l'HAS, il y a la possibilité de télécharger un certain nombre d'outils pour préparer cette visite. Il y a plein d'affiches sur les critères impératifs, les 12 objectifs, etc. On vous invite à consulter ce site. Et nous, on souhaitait plutôt décrypter le manuel de certification à travers la fiche pédagogique sur l'évaluation de la prise en charge parent-enfant en périnatalité pour simplifier un peu les explications. Donc en fait, cette fiche, elle est présentée en deux parties. Vous avez une partie définition et une partie points clés. Je vais passer assez vite parce que François a dit un certain nombre d'informations et ça risque d'être redondant. Par contre, il y a beaucoup d'informations sur cette fiche, donc vraiment, elle est importante. En sachant que l'expert visiteur pourra demander un certain nombre de preuves que vous pouvez avoir dans plein d'indices sur vos services pour justifier de vos bonnes pratiques au niveau professionnel. Alors, comme vous le savez, on l'avait vu sur les différentes vagues précédentes, la traçabilité des indices, c'est comme un faisceau d'arguments. Plus vous en avez et plus ça permet de justifier l'acculturation des équipes. Par exemple, on peut trouver des indices dans les comptes rendus de réunion de service, etc. etc. Donc, diapo suivante. On va passer les animations jusqu'au bout, Catherine. Donc, on a repris en fait la fiche, le parcours périnatal qui avait été édité par l'association des sages-femmes libérales, c'est la diapo précédente, pour y transposer les définitions de la fiche pédagogique de l'HAS. Et parce que c'est une fiche qui est bien connue des professionnels de périnatalité.
Donc, vous avez la parentalité qui avait été définie dans cette fiche pédagogique qui s'étend de la période pré-conceptionnelle jusqu'à plusieurs années après la naissance. Le projet de naissance qui est beaucoup plus restreint sur la période de naissance. L'aide médicale à la procréation et les types de maternité. Pour les types de maternité, juste, on souhaitait faire un focus sur la maternité de type 2B. Attention, il y a une différence dans les seuils d'inclusion des nouveau-nés, puisqu'il est question d'inclure les nouveau-nés à partir de 30 semaines pour les maternités de type 2B et ou supérieur à 1000 grammes, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'avant. Oui, tout à fait. Comme disait François Cantalou, l'HAS monte son niveau d'exigence. Seulement, on sait très bien que sur le terrain, il y a une pénurie de pédiatres, une pénurie de gynécologues, de sages-femmes. Donc en fait, le réseau Périnat apporte comme outil de sécurité la régulation par les sages-femmes régulatrices, en mettant en conférence téléphonique le service qui demande et le service qui reçoit. Il est impensable qu'un transfert de nouveau-né se fasse sans l'accord de l'établissement qui reçoit. Donc malgré la modification des critères de l'HAS, il faut bien évidemment garder du bon sens. Ensuite, il existe les définitions du centre périnatal de proximité. Je vais passer assez vite. L'entretien prénatal précoce. L'entretien postnatal précoce qui est proposé systématiquement depuis 2022 maintenant. Et la notion de sortie précoce en maternité, la définition n'a pas changé depuis la dernière fois. Juste pour information, il y a une commission au réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine sur le parcours périnatal qui reprend un peu tous ces termes. Donc, si vous avez des questions, des renseignements à prendre, tout ça, n'hésitez pas à contacter le RPNA. Diapo suivante, Catherine. Du coup, la deuxième partie qui concernait la fiche pédagogique de l'HAS porte sur 7 items, la coordination, la période préconceptionnelle et prénatale, la prise en charge mère-enfant en bloc obstétrical, la prise en charge ensuite de couche, l'organisation de la sortie avec le suivi durant les premiers mois, et enfin l'évaluation et l'amélioration des pratiques. Donc ça, encore une fois, je vais passer assez vite. Par contre, ce qui est intéressant sur ce tableau, qui est rouge partout, outre le fait que ce soit un peu anxiogène, on voit bien que les différents points clés de l'évaluation portent sur l'ensemble du parcours de l'antéconceptionnel jusqu'au postnatal. Ça paraît énorme pour une évaluation. L'idée, ce n'est pas qu'on demande à l'établissement de santé de tout faire, mais de montrer toutes les connexions qui est possible entre l'établissement de santé et les structures, les partenaires extérieurs. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et tout ça, c'est possible grâce à la coordination des professionnels, à la communication entre professionnels aussi. Et donc, du coup, l'expert visiteur va vraiment essayer de trouver toutes ces connexions-là. Voilà. Pour les visuels, les diapos qui vont suivre, on va vous présenter point par point ces fameux points de vigilance. Il y aura quelques visuels qui vont être présentés en même temps que vous retrouverez dans le dossier qu'avait présenté Catherine tout à l'heure sur le CK particulier. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'il y a beaucoup d'outils qui sont dans le site du RPNA et sur le dossier spécial du CK. Alors, concernant le premier point, donc se coordonner avec les partenaires du territoire, simplement signifier qu'il est important de savoir si l'établissement, si le service de maternité est centre de compétences ou de référence pour un parcours donné. Donc, par exemple, ça peut être l'AMP, l'IVG, l'endométriose, par exemple. Et si ce centre de compétences est clairement identifié par les usagers, mais également par les professionnels. Et si ce n'est pas le cas, l'important pour l'établissement, c'est de montrer que l'établissement travaille avec des associations ou des professionnels en extérieur et également que les équipes soient bien informées, que c'est facile pour elles de pouvoir orienter. Pour le centre périnatal de proximité, je passe assez vite puisque François a bien décrit le CPP. Simplement signifier que
Il y a eu une visio inter-CPP qui a été faite le 17 juin dernier. Et donc, sur le compte-rendu, vous avez vraiment beaucoup d'informations sur les points de vigilance, typiquement en CPP. Donc, n'hésitez pas à nous le demander. C'était une visio où il y avait énormément de CPP. Donc, voilà, normalement, tout le monde est à peu près au courant. La diapo suivante, pour la... C'est à toi. Ouais. Donc, pour se coordonner avec les partenaires du territoire, eh bien, il faut s'adapter localement. On parlait tout à l'heure du manque de moyens et de l'isolement de certaines maternités qui ne sont pas officiellement fermées, mais qui ne peuvent plus vraiment assurer les accouchements, notamment pour Sarlat. Et là, il y a une organisation locale qu'il faudra montrer à l'expert visiteur, par exemple pour ce qu'on peut appeler des patientes remarquables qui sont signalées aux équipes du SAMU localement. Même si on n'a pas nous-mêmes un camion de SAMU dans l'établissement, il convient de montrer cette organisation qui s'adapte aux moyens et à la géographie aussi locale. De même, il appartient au centre de compétences ou de référence d'être identifiable, soit par un site internet, soit par le rapport d'activité. Si l'établissement n'est pas un centre de compétences, il faut pouvoir montrer à l'expert visiteur que nous identifions des partenariats sur le territoire avec les ressources locales. Diapo suivante. Encore. Ah oui. Et il y avait aussi voilà, assurer le suivi des patientes lors de la phase. Pardon. Pour se coordonner avec les partenaires du territoire, notamment pour le parcours Cocon, où il y a en effet une organisation pour les nouveau-nés vulnérables à l'échelle de la région. Et donc, j'en ai déjà parlé, l'intérêt des sages-femmes coordinatrices de la régulation périnate sur l'ensemble du territoire aussi. Alors, assurer le suivi des patientes lors de la phase préconceptionnelle et prénatale. La patiente doit être actrice de sa prise en charge. C'est vraiment ce qu'on doit montrer lors de la certification. L'intérêt d'une consultation préconceptionnelle, là aussi, le réseau Périnate propose quelques outils, car il existe une vulnérabilité psychologique prégnante et qu'il convient de dépister en amont, bien avant, idéalement bien avant l'accouchement. Et aussi la rédaction d'un projet de naissance, il y a des outils disponibles sur le réseau pour élaborer ce projet de naissance en accord avec la patiente. Il convient aux soignants de coécrire presque ce projet de naissance. Il existe des séances de préparation à l'accouchement dans l'établissement. Là aussi, pour l'entretien prénatal précoce, le réseau coordonne la formation à l'entretien prénatal précoce sur l'ensemble de la région. Donc vraiment, il existe de nombreux outils sur le site du réseau qui peuvent aider à montrer à l'expert visiteur la prise en charge globale de la patiente ou du couple bien avant l'accouchement. Alors, diapo suivante. Ah oui. Alors, assurer le suivi. Celle d'après, Catherine. Voilà. Là aussi, de multiples outils que le réseau propose en ligne, avec bien évidemment des outils pour évaluer, repérer et identifier les femmes à risque de complications. De même pour la vulnérabilité. Personnellement, sur Bagatelle, là où je travaille, eh bien, le fascicule bien-être nous a fait prendre conscience de ce qu'on dit. En effet, 15-20% des patientes ont subi des violences physiques ou sexuelles. C'est impressionnant. Vraiment, j'incite tout le monde à utiliser ce questionnaire, qui est vraiment un excellent outil de repérage que vous trouverez donc en ligne sur le site du réseau. De même, vous voyez tous les autres fascicules, comme concernant l'addiction, par exemple, et de même la violence entre partenaires intimes. L'expert visiteur pourrait vous poser ces questions. Comment dépistez-vous les situations de vulnérabilité auprès des futurs parents? Comment partagez-vous ces situations de vulnérabilité? En effet, il convient de mettre en place, je pense que ça existe partout, un staff psychomédico-social afin de partager. Il faudra bien montrer le lien entre la vie et l'hôpital aussi. Ça, c'est un élément important pour l'expert visiteur. Donc, diapo suivante.
Alors, on en revient toujours à la même chose, hein. La traçabilité va être très importante pour la prise en charge de la future maman en secteur de naissance. Et c'est vraiment un des éléments souvent qu'il convient d'améliorer. Euh, Évidemment, il faudra un dossier administratif complet, mais concernant la prise en charge de la douleur, il faudra s'efforcer de montrer, de tracer la réévaluation de cette douleur. Il convient aussi de bien montrer à l'expert visiteur que le projet de naissance est toujours associé au dossier de la patiente. Même en cas de transfert en urgence, il convient de transférer d'eux-mêmes le projet de naissance de la patiente. Et évidemment de montrer qu'on en tient compte tout au long du parcours tant que ceci est possible. Donc vraiment, voilà des items importants à suivre. Diapo suivante. Alors, concernant les risques obstétricaux, le réseau Périnate n'a pas comme vocation d'être un centre de formation. Nous ne formons pas à la simulation. Par contre, nous ne sommes pas non plus une société savante, nous n'avons pas de protocole, mais nous avons des outils d'aide, de guide, de prise en charge, concernant notamment l'hémorragie. Comme l'a dit François Contalou, ça fait partie des critères qui seront évalués, bien sûr, très classiquement. Ne pas hésiter à s'appuyer sur des outils de notre siècle, avec des applis sur les smartphones, notamment pour la Société française d'anesthésie réanimation, concernant des aides connectives pour les prises en charge en urgence. Donc, il faut que les professionnels soient bien formés à la détection des complications, qu'on puisse montrer à l'expert visiteur qu'il y a des formations régulières sur l'analyse du rythme cardiaque fœtal, de même que les manœuvres obstétricales sont couramment connues de tout le monde et avec une mise à jour régulière. Alors, j'en profite pour glisser une question, soit à François ou à Pierre, qui portait, donc c'était Amélie qui nous interrogeait, quelle fréquence pour les exercices de stimulation? Et la même question sur la fréquence de renouvellement des formations. Est-ce qu'il y a un attendu spécifique ou pas? Ouais, en effet, comme le dit Takako, normalement, tous les nouveaux arrivants doivent bénéficier d'une formation. Et en effet, l'AFGSU aussi. Et là, je pense que c'est plus à vous d'en dire deux mots. Oui, ce sont des formations qui sont obligatoires et auxquelles tous les soignants doivent se conformer. Ils sont aidés en ce sens par l'encadrement qui veille à ce que ces cycles de formation soient respectés en termes de fréquence. Voilà, c'est important, sans quoi les professionnels sont obligés de reprendre la formation au premier niveau. Donc, il y a une vigilance toute particulière de l'encadrement sur ce point-là. François, tu peux préciser, je pense, pour les urgences vitales, c'est tous les 4 ans. Et pour la simulation, est-ce que tu peux donner des idées de fréquence? Ton micro, s'il te plaît, François, ton micro. Hop, excusez-moi. Oui, effectivement, comme viennent de le dire nos confrères, effectivement, donc il y a une obligation de faire des formations aux nouveaux arrivants, introduire aussi des internes qui font partie donc des professionnels à former. Et après, en termes de périodicité, alors la simulation, c'est bien parce qu'effectivement, on est dans le concret. Ça demande assez souvent quand même des exercices de remise en question, d'harmonisation de pratiques. Les experts visiteurs, si ce sont des choses qui sont annuelles ou à la limite tous les 2 ans, sont plutôt attachés sur ce rythme-là. Donc, ce sont des choses qui, au mieux des cas, doivent être au moins annuelles. Merci de ce complément. J'espère que la réponse convient à Amélie, en tout cas. Je te laisse la parole de nouveau, Pierre. Ouais. Et comme l'a dit François Contalou aussi, l'expert visiteur s'efforcera de suivre l'évolution de l'établissement concernant l'extraction en moins de 15 minutes. Donc ça, c'est la césarienne code rouge. Il convient en effet d'évaluer nos résultats régulièrement et de mettre en place des mesures d'amélioration si les objectifs ne sont pas satisfaits, ne sont pas atteints. Alors, diapositive suivante. Donc la prise en charge du nouveau-né en secteur de naissance. Alors, en secteur de naissance, c'est un point qui est très important parce qu'il s'agit du nouveau-né. On peut poser énormément de questions lors de la visite, notamment
ne serait-ce que sur la température corporelle du nouveau-né, hein, quand est-ce que vous relevez la température, ça c'est une question qui peut être posée, où est-ce que vous l'inscrivez, comment on fait pour trouver l'information. Bon, je passe un peu vite sur le matériel d'urgence vitale puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un point qui va être vraiment minutieusement vérifié. Ce qui est important aussi cette année, c'est le pot à pot et l'allaitement, et le clampage du cordon. Donc le clampage du cordon, il est recommandé de le clamper tardivement entre 1 et 3 minutes après la naissance. Le pot à pot, il est demandé de le promouvoir et si ce n'est pas fait, de pouvoir justifier pourquoi cela n'a pas pu être fait et de l'inscrire sur le dossier médical. Alors, je sais que ça peut de la traçabilité encore, mais c'est gage de bonne pratique professionnelle. L'expert visiteur peut par exemple aussi demander comment vous surveillez l'enfant lorsqu'il est en pot à pot. Avez-vous un protocole, etc. Pour la promotion à l'allaitement maternel, vous pouvez orienter vos patientes vers un conseiller en allaitement maternel s'il y a une personne dédiée dans le service. Et auquel cas, quels sont les conseillers en allaitement avec qui vous travaillez à l'extérieur de l'établissement. Et pour la mortalité néonatale, le deuil périnatal, ça a été présenté tout à l'heure par François, donc je passe assez vite, mais juste pour vous informer qu'il existe des outils au RPNA si besoin, de sensibiliser les équipes et de remettre des informations aux patients. Vous pouvez vous connecter sur le site. Alors, diapo suivante. Pour le suivi en suite de couche, pour la mère et le nouveau-né, c'est important de savoir si vous avez la possibilité de faire passer un psychologue en salle de naissance et en suite de couche pendant le séjour, pardon. Si vous ne pouvez pas le proposer, quelles sont les possibilités à faire passer un psychologue extérieur dans le service? On sait bien que la prise en charge psychologique est toujours compliquée. Et pour information, il existe une grille des interactions précoces pour permettre d'observer les interactions entre les parents et leurs enfants et de mettre en exergue des difficultés d'interaction mère-enfant, par exemple. Cette grille permet du coup d'accompagner et de soutenir des parents de manière plus adaptée. Alors, diapo suivante, l'organisation de la sortie et le suivi durant les premiers mois. Il peut être demandé quelles sont les informations que vous transmettez aux patientes en amont de la sortie. Attention, il existe plusieurs documents de sortie qui peuvent être remis. Donc, vous avez la lettre de liaison de la patiente qui est un document temporaire, mais qui est important lorsque la patiente sort, au cas où s'il se passe quoi que ce soit. La fiche de liaison ville-hôpital pour les libéraux. Donc là, c'est vraiment une fiche de transmission, notamment où on y ajoute les items de vulnérabilité. Et un troisième document qui correspond au courrier de sortie. Ce courrier est validé dans un second temps par un gynécologue du service maternité et remis au professionnel libéral référent de la grossesse. Diapo suivante. Pour ce qui concerne l'évaluation et l'amélioration des pratiques. Eh bien, là aussi, ça a été listé. Hein. J'imagine bien que l'expert visiteur, en cas de réanimation du nouveau-né, parce qu'il est en hypoxie ou en asphyxie, il ne va pas aller chercher comment nous allons justifier l'absence de clampage retardé du cordon. De même, il n'y aura pas de pot à pot, c'est du bon sens. L'expert visiteur n'est pas là pour piéger les soignants. Mais par contre, lorsqu'il n'y a pas de réa du bébé, oui, toujours la traçabilité. Veillons à ce que l'expert visiteur puisse trouver toutes ces informations qui sont vraiment listées comme sur la diapo par la fiche pédagogique de l'HAS. Bon, je ne vais pas revenir sur l'évaluation de l'hémorragie avec l'IQSS. L'expert visiteur s'attend à trouver facilement, ça je ne sais pas, mais l'analyse des résultats et par contre aussi l'axe d'amélioration envisagé par l'établissement concernant donc toujours l'évaluation de ces indicateurs-là. Alors, diapo suivante. Donc,
Voilà, là, vous avez le site du réseau Périnat. Et Catherine, tu peux faire les 3 clics à des petites animations. Donc voilà, vous cliquez au milieu et après, aide à la décision à droite, www.rpna.fr, c'est notre site. Vous avez, vas-y. Ouais. Je précise juste, là où vous avez le rond, c'est sur le site internet. En fait, quand vous cliquez sur ce bouton, vous accédez directement à la gestion documentaire du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, ça correspond à tous les outils du RPNA qui ont été rassemblés en un seul document, ce qui est peut-être plus pratique à la lecture quand on est pressé. Tout à fait. Et donc la diapo suivante, les dernières diapos, voilà, qui vous permet d'identifier sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine votre interlocutrice privilégiée. Donc, elles ont toutes compétences pour vous aider à trouver les outils et à mettre en place les outils idéalement dans votre établissement. Et elles sont tellement polyvalentes qu'on les surnomme d'authentiques couteaux suisses. Voilà, c'est fini. Merci. Écoutez, nous avons tenu notre engagement d'un webinaire d'1 heure pour vous présenter tous ces attendus et toutes les ressources que vous trouvez donc sur le site du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. On vous rappelle que le CK particulier, c'est un beau dossier qui va être, qui est en bouclage, donc vous pourrez l'avoir très prochainement et vous retrouverez en effet tous ces outils qui valorisent tout le travail qu'au niveau de la région vous avez pu mener et on vous encourage donc à bien le partager. Nous avons répondu aux questions que j'ai identifiées dans la conversation. Il nous reste que quelques minutes aussi. Si je regarde, j'ai peut-être pas tout vu, je regarde les questions. Alors en effet, tout à l'heure, en début, j'ai parlé d'un docto-mémo, voilà. Et des sages-femmes nous ont demandé et des mémos pour les sages-femmes. Alors ce docto-mémo n'est pas spécifique à la maternité, était très générique. Et je vous annonçais que c'était peut-être une série de supports. Donc s'il y a un besoin pour les sages-femmes, nous ne manquerons pas de partager cette idée avec le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Et s'il faut en faire un, voilà, nous verrons par la suite avec le réseau. Alors, si j'ai vu une question, je n'ai pas l'exercice, on l'a vu, les indicateurs, on l'a vu. Catherine, pendant que oui, j'ai la question. C'est sur la. Oui, vas-y. Non, pas de souci. Je t'écoute. C'était sur que souhaite-t-on analyser dans le recueil de corticothérapie? Je n'ai pas le prénom, donc je ne vais pas citer le nom, mais voilà. Oui, probablement que c'est dans la prise en charge d'un risque de prématurité. Donc avant 34 semaines, il convient de tracer cette injection avec l'heure, même idéalement l'heure et le jour évidemment. Donc une injection par jour de 12 mg pendant 2 jours. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on souhaite analyser? C'est une pratique qui est intégrée dans la prévention des risques secondaires pour ces nouveau-nés. Oui, voilà, pour les nouveau-nés à risque de prématurité. Ça voudrait dire qu'il n'est pas 100%. Ah non, actuellement. j'espère bien qu'il y a très peu de dossiers intéressés, ça dépend du type d'établissement, mais... D'accord. Voilà. En fait, quel est le délai? Ça peut être aussi quel est le délai entre l'injection, entre l'admission de la patiente en hospitalisation et l'injection. Donc, si le délai est long, ça peut être aussi préjudiciable. Mais on sait bien que c'est au cas par cas et qu'il y a des situations où la corticothérapie est peut-être pas forcément justifiée, mais ça, c'est difficile en visite d'expertise de le documenter. Ouais. En fait, c'est tout un questionnement à avoir sur votre protocole de corticothérapie. En effet, on interroge sur le nombre, sur le moment.
Ah, qu'appelez-vous patiente remarquable, donc patient remarquable. Donc c'est un terme qui en effet n'est pas peut-être connu de tous en régulation. Alors, François, tu peux donner, oui, vous, voilà, Non, non, le au-delà de la réseau, non. maternité. Voilà. Non, je laisse la main au réseau, ils ont leurs patientes remarquables. Alors, toutes nos patientes sont remarquables, mais ça, c'est un trait d'humour de ma part. Non, plus sérieusement, le terme de patient et de patiente remarquable ne nous appartient pas. C'est un terme qui est un terme de l'HAS et qui aujourd'hui existe, notamment dans le cadre de pathologies lourdes et chroniques chez des patients qui sont ciblés en raison de la gravité de leur maladie. Aujourd'hui, en obstétrique, ce terme de patient remarquable est relativement nouveau et lorsqu'il est désigné par la HAS, il désigne essentiellement des patientes qui habitent loin des maternités, avec un critère d'éloignement de plus de 45 minutes d'une maternité. C'est aujourd'hui dans ce cadre que le terme est employé par la HAS, bien évidemment qui restera à préciser dans les mois et années à venir, me semble-t-il. Avec ou sans les embouteillages? Alors, tu peux compléter, François, c'est souvent, donc c'est un terme qu'on interroge la régulation ou le ça. SAMUSMUR. Hein. Les centres de régulation ont des listings de patients remarquables identifiés, que ce soit donc pour la maternité, mais que ce soit aussi pour d'autres pathologies, insuffisance cardiaque ou autres. Et ce sont des patients, lorsqu'ils appellent la régulation, passent par des lignes dédiées et ils sont pris en charge plus rapidement. On sait que ce patient, s'il appelle, c'est parce qu'il y a un problème et donc il faut être plus réactif que dans une autre situation. Et on ne va pas discuter, négocier, passer de poste en poste, et on va être beaucoup plus réactif. Donc, il faut signaler ces patients à la régulation de son département pour qu'ils rentrent dans ce listing-là, et donc la prise en charge sera différente par le centre de régulation. De la rapidité d'accessibilité des professionnels, il y a aussi au préalable, bien évidemment, un échange de données médicales qui fait que lors de l'appel, le régulateur est directement accédé. Le dossier est connu. Voilà, au dossier médical, ce qui fait aussi gagner du temps. Je vous propose de continuer peut-être 5 minutes de plus pour répondre aux questions et on va répondre, je vais vous les présenter et François ou Pierre, Tatako ou Annie répondent le plus rapidement possible. Y a-t-il la notion d'exposome dans l'entretien préconceptuel? Préconceptionnel, pardon. Alors, c'est pas clairement énuméré, mais c'est vrai que c'est une question qui apparaît de plus en plus maintenant dans les consultations préconceptionnelles, la notion d'exposome, puisqu'on sait bien que plus on s'y prend tôt et mieux c'est, et le mieux c'est en préconceptionnel si on veut réduire les risques en lien avec les perturbateurs endocriniens. Donc oui, c'est une question qui a toute sa place dans la consultation préconceptionnelle. En plus des troubles psychiques qu'on peut pister et les addictions. Alors dans le côté psychique, d'ailleurs, je fais une parenthèse, bien demander le traitement médicamenteux des patientes pour pouvoir, surtout pas l'arrêter, mais programmer une consultation avec un psychiatre pour réadapter ensuite. Mais ne pas arrêter le traitement. Alors, je vais passer vraiment des questions sans chronologie, hein, j'en suis désolée, on n'a pas le temps de les trier. Les formations peuvent-elles être organisées en interne par des formateurs internes? Ça peut être fait par des formateurs internes. Encore faut-il que les gens qui forment les autres aient les compétences pour cela, c'est-à-dire aient des compétences pédagogiques, aient été formés eux-mêmes et soient reconnus pour pouvoir faire ces formations-là. Ça peut être utile pour décliner de l'information, mais pour de la formation à ce niveau-là d'exigence, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vérifiez-vous la formation à la prescription à l'utilisation du Méopa? C'est un médicament à prescription, c'est un médicament à risque, donc c'est un médicament dont l'utilisation doit être prescrite en termes de débit, en termes de durée. J'ajouterais que les professionnels doivent être formés aussi à l'utilisation du Méopa. Exactement. Concernant une feuille d'émargement. Concernant le clampage tardif, quid des maternités qui sont centres de dons de sang de cordon? Le clampage tardif est contre-productif dans ces situations.
C'est toujours pareil. Dans hein. une certaine mesure. Mais chaque fois que c'est possible, le clampage tardif reste quand même prime sur le don de sang placentaire. Il n'y a pas de critère d'urgence. En tout cas, le don de sang placentaire peut être légèrement différé sans qu'il y ait un véritable impact sur la quantité de sang. Ça, c'était les dernières informations que les équipes de don de sang placentaire nous avaient délivrées. En tout cas, elles font en sorte que le don de sang placentaire ne vienne pas précipiter le clampage du cordon. Bon, après, on voit des questions très très précises hein, de personnes très inquiètes sur le déroulement de leur visite. Doit-on relever la température à l'arrivée dans le service si elle a été tracée à la sortie du bloc et que celui-ci est juste à côté du service? On est d'accord. Bon. Oui, on est d'accord, oui, oui. mais oui. Mais oui. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc voilà. Vous avez Alors, votre c'est vrai qu'en fonction de la configuration des établissements, enfin des services, il peut y avoir une pertinence, mais tous les services n'ont pas la chance d'avoir un bloc obstétrical très proche des suites de couches. Mais c'est vrai que pour les services où les deux secteurs sont accolés, on est d'accord, hein, ça fait pas, c'est pas forcément pertinent, mais il faut quand même le tracer. Alors, sur l'HAD, bonjour. L'HAD est-elle soumise à certains de ces critères d'évaluation lors d'une visite de certification? Donc, une HAD qui prend en charge L'HAD mater. l'HAD maternité. Donc là, Pédiatrie. voilà, on rajoute en plus les critères spécifiques à l'HAD. Ou François? Oui, alors l'HAD a ses propres critères, hein, que ce soit sur la prise en charge du patient, le transfert d'informations et la prise en charge. Donc, l'HAD a ses activités dédiées. Si on fait de la maternité en HAD, ben, on additionne les exigences. Pour le patient traceur aussi. Les patientes ayant des projets d'accouchement à domicile doivent-elles être inclus dans ce critère de patiente remarquable? Tu réponds? Voilà, toi, vas-y. C'est un sujet sur lequel voilà, il y a des discussions. Voilà, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de répondre sur ce point en Nouvelle-Aquitaine. Je n'ai pas d'exemple non plus au-delà de nos frontières, mais en tout cas, la question s'est posée et voilà, elle est à l'étude. Et existe-t-il une fiche de signalement des patientes remarquables des CPP vers les régulations? Non, mais il existe une charte, une feuille de liaison, là. Le staff médico-psycho aussi. Ouais, là aussi, donc, le réseau propose des outils qui peuvent permettre de transmettre des informations à l'établissement qui prendra en charge la patiente. Bien, nous avons fait le tour des questions. En effet, tous les supports de présentation de nos webinaires, soit les diaporamas ou le replay audio, seront mis à disposition très prochainement, dans les jours à venir, aussi bien sur le site du CK et sa chaîne YouTube, et bien sûr, auprès de nos collègues, nous leur transmettrons tous les documents. Voilà. Donc, les rendre bien sûr sur le RPNA aussi, le site du RPNA. voilà, vous pourrez les retrouver. Voilà. Voilà, les documents aussi. Voilà. Est-ce que j'ai 30 secondes? Je souhaitais remercier tous les professionnels qui avaient témoigné pour l'élaboration du document ces cas particuliers, que je remercie chaleureusement. Oui, tout à fait, Patako. C'est vraiment, on a eu des très beaux témoignages sur la dynamique du réseau et l'importance de tous ces outils. Eh bien, je vous propose de terminer ce webinaire et de vous remercier et de vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup à François et merci beaucoup au réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. À très bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt.